à mes conditions. Là, je veux bien que tu reposes la question sur les injonctions paradoxales. Alors, dans la phase Voilà. domination, peux-tu explorer cette injonction paradoxale qu'a utilisée certains hommes politiques? Non, Ainsi. non, en politique, non, On a injonction paradoxale. Mais, petit Nicolas, mais je ne vais pas du tout. Mais j'ai été sous l'emprise. Qu'est-ce que je vais dire? Injonction paradoxale. Vous savez tout ce que c'est. Bon, peut-être rappeler ça ici, c'est quand même une idée. Mais j'aime bien quand même. L'injonction paradoxale, c'est l'ordre donné sous deux directions différentes auxquelles il est impossible de répondre sans se mettre en danger. Il y a un exemple classique qui est donné quand on apprend l'injonction paradoxale, c'est une mère, pardon les mères, qui offre à son fils deux cravates, une cravate rouge, une cravate bleue. Donc son fils, le lendemain, va voir sa mère avec la cravate bleue et elle lui dit « Ah, t'as pas mis la cravate rouge alors que je préfère le rouge ». Donc le surlendemain, il retourne chez sa mère avec la cravate rouge et elle lui dit « Donc de toute façon, t'es même pas capable d'avoir une opinion, c'est pas parce que je préfère le rouge qu'il faut arrêter de porter la bleue ». C'est une injonction paradoxale. À quel moment je peux faire plaisir à ma mère? L'injonction paradoxale, la plus claire aussi, c'est « Sois spontané ». Alors là, comment être spontané à partir du moment où il y a eu un ordre de données? C'est impossible. L'injonction paradoxale, c'est tout ce qui va être dit à quelqu'un qui le met dans la situation où il ne peut plus choisir. Pourtant, il y a a priori deux choix possibles. Il ne peut pas choisir parce que la personne le sait, si elle choisit, elle ne fera de toute façon pas le bon choix et de toute façon, elle sera punie. Pourquoi de toute façon elle ne fera pas le bon choix et de toute façon, c'est violent ce que je dis, tu m'as les injonctions paradoxales. Je vais t'en donner quelques-unes. Pourquoi de toute façon elle sera punie? Parce que l'appropriation puis la domination repose sur un système de sanctions-récompenses à longueur de temps. Et bien sûr, le système il est mis en place par le tyran. Tu fais bien, je te récompense. Tu fais mal, je te punis. Tu ne fais pas bien au regard de la loi, de la morale de la société ou de toi-même. Tu fais bien au regard de moi, je te récompense. Tu fais mal au regard de moi, je te punis. Sauf que ceux qui mettent sous emprise, dans les emprises dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la perversion, de fait, leur système de pensée est inversé par rapport à ce que vous appelez, ce que j'appelle, je pense pour la majorité d'entre vous, ce que j'appelle la loi ou la morale. Le système du pervers est totalement inversé. Donc ce qui est bon pour vous est mauvais pour eux, ce qui est mauvais pour vous est bon pour eux. Le système de sanction-récompense fait que non seulement c'est tu fais bien, je te récompense, tu fais mal, je te punis, mais tu vas devoir faire bien en fonction de moi. Et comme je pense de manière perverse, je t'amène à penser de manière perverse, donc je t'amène à faire du mal. Là, il y a la réflexion. Souriez, hein. Petite question, illustration. Non, je continue. Encore. Quand une personne est privée de ce que je nommais tout à l'heure, donc pouvoir répondre librement à ses besoins essentiels, quand elle est sous la contrainte de devoir bien répondre, sinon elle est sanctionnée, qu'est-ce que ça veut dire être sanctionnée? C'est perdre la protection et la sécurité que semble lui garantir le tyran, puisque c'est ce que le tyran a promis au départ. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait plus que répondre comme s'il y avait une télécommande. Donc elle accepte tout ce qu'elle va subir, tout ce qui va lui être ordonné, uniquement parce qu'elle se dit que si elle fait bien, à un moment, comme il y aura une récompense, le tyran va redevenir gentil, comme il était au moment de la promesse, et donc elle va être un peu tranquille. Donc elle finit par faire à l'encontre de ce qu'elle est elle-même un certain nombre de choses pour surtout ne pas perdre la protection de son tyran. Et à chaque fois, je mets vraiment les guillemets. Comment vous expliquiez que quelqu'un comme ça puisse avoir une emprise sur toute une famille, quasiment, avec du coup des personnalités, donc des blessures inconscientes totalement différentes? Comment ça peut... C'est quelqu'un qui est dans la famille, qui est déjà dans le système? Oui, c'est mon ex-beau-père en fait, et c'est impressionnant, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est qu'en fait, ce
ce que j'ai identifié, c'est que la soumission se fait par différents biais, effectivement, par l'argent notamment, par les violences verbales, etc. Mais ce qui m'impressionne, c'est que, mais un peu comme cette famille qui avait été dépossédée de son château, où ils étaient hyper nombreux dans le sud-ouest, là, typiquement dans ma belle famille, ça doit toucher quand même une quinzaine de personnes. Et tout le monde se soumet, même les nouvelles générations. Alors effectivement, quand il y a un mouton noir comme moi, il est mis de côté. Il disparaît des photos. Mais c'est quand même assez impressionnant comme système. C'est vrai que on a du mal à comprendre en fait comment ça peut s'étendre comme ça, comme une flaque d'eau. J'aime bien votre question. L'emprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas tel que je l'aborde dans mon livre. Je ne parle pas que sur le plan conjugal ou familial, mais dans tous les systèmes, donc forcément d'abord le système sectaire. L'emprise, c'est sectaire, c'est-à-dire que le tyran impose à sa ou ses victimes un système de pensée auquel la victime est amenée à croire, comme étant la seule vérité existante. Si votre ex-beau-père a réussi à développer de manière tentaculaire son emprise d'abord sur une personne, votre ex-belle-mère, ses enfants, puis ensuite sur les enfants avec la complicité inconsciente de sa femme. Oui. Consciente ou inconsciente. Ouais. En tout cas, elle était prise dans le système. Ouais. Les enfants, nécessairement, c'est leurs parents, ils vont croire leurs parents. Même s'ils sont en souffrance, même s'ils sont en difficulté, tous les enfants sont loyaux vis-à-vis de leurs parents. Et même s'ils se disent, avec le temps, ça ne fonctionne pas correctement, ça n'est pas normal, ça n'est pas perdre un conjoint, ça n'est pas perdre un patron, ça n'est pas perdre un soignant, c'est perdre son parent que de se dire, pour pouvoir m'en sortir, il faut que je le fuis. C'est terrible pour un enfant. Même adulte, c'est terrible de se dire, pour m'en sortir, je dois rompre définitivement le lien avec la personne qui fait que je suis sur cette terre. C'est un très gros travail. En thérapie, c'est un accompagnement qui est très long à faire. Si les enfants de vos beaux-parents se sont mariés, ont eu des enfants, forcément, le système sectaire, il a commencé. Un système sectaire, c'est pyramidal. Alors ça se comprend effectivement dans cette famille rapprochée. Moi, ce que je comprends moins, c'est les cousins, les oncles, les tantes, c'est tout le monde. Mais tout le monde par énergie. Mais parce que si on parle de secte, ce sont des adeptes. Oui, c'est ça, c'est très étrange. Et il y a un groupe, et après il y a des adeptes. Et il y a vous qui êtes le mouton noir, et vous n'êtes plus sur les photos. Et il y en aura, enfin je suis même partie de cette famille. Il y aura sans doute, il faut le souhaiter pour ces personnes-là, il y en aura sans doute d'autres. Il y en a qui restent dedans parce qu'elles pensent pouvoir résister et faire réagir. Il y a aussi ceux qui restent dans le système en se disant, sans réaliser qu'ils sont en train d'être absorbés par le système, mais en se disant, je vais quand même arriver à faire réagir, à casser le système. Bon, ceux-là, ils sont en danger. Mais c'est tentaculaire le système sectaire. Quand on parle des sectes, si on parle de... J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, mais des scientologues, la scientologie, c'est un système qui est complètement pyramidal. Alors le système pyramidal, pour les boîtes Tupperware, c'était très pratique, on finissait tous par en avoir. Le système pyramidal, quand l'idée c'est de s'approprier l'identité de toutes les personnes qui sont autour pour pouvoir augmenter son propre pouvoir, et souvent chez les individus au sein d'une famille qui cherchent cette espèce d'installation d'emprise, ça va même beaucoup plus loin si on décorche un peu la psychanalyse, c'est que c'est une quête d'immortalité puisque c'est une quête de puissance, et de puissance existentielle, hein, c'est au-delà du pouvoir, c'est une quête de puissance existentielle, donc c'est une quête d'immortalité. Donc ça va quand même assez loin. Alors, appropriation, domination. C'est quasiment la mythe. Si tu veux un verre d'eau, quelque chose, ça va bien? Je suis un chameau. Voilà, déjà, je leur casse le moral par les oreilles. Donc vous entendez toujours bien, vous êtes dans la phase de domination. Des exemples sont apparus. La domination, c'est pervers hein, dans notre constitution. La promesse, elle est perverse. C'est ce que tu es en train de faire. Ouais, surtout par rapport à toi. Et regarde, la secte est complètement, elle attend tellement. J'ai mis un collier qui voilà, fait des illusions. Que la phase domination est en train de bien prendre. Si je vous dis aller. Enfin, avec toi, ça marche pas du tout là, parce que je vais redominer ma parole droite. Je me la réapproprie. Domination. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait
dans cette promesse, je te promets une vie meilleure, je te promets le bien-être, je te promets que tout ira bien à mes conditions. Dans la domination, il y a toujours le « à mes conditions ». Il y a ce que moi j'appelle le coup de hache, c'est le virgule mais. Le virgule mais, c'est un mari qui va dire à sa femme « cette robe te va très bien, mais si tu savais t'habiller, tu t'habillerais autrement ». C'est le parent qui va dire à son enfant « tu as raison de t'orienter vers des études de théâtre, mais si tu étais intelligent, tu ferais médecine ». C'est le patron qui va dire « je me rends compte que vous avez beaucoup travaillé, le dossier est correct, mais si vous étiez un employé consciencieux, ça serait vraiment bien fait ». C'est le « mais ». Sauf que quand on est dominé, donc après l'appropriation, on n'est plus capable d'entendre le virgule « mais ». On n'entend que le complément. On n'est pas capable consciemment d'entendre le virgule « mais ». C'est l'inconscient qui va dire. Donc l'inconscient, il commence à être laminé de plus en plus. Et quand l'inconscient est laminé, la personne, au-delà d'être objectivée, commence à être déshumanisée. Parce qu'elle n'arrive plus du tout à réfléchir. Ça va, là, le moral? Ouais, j'ai une petite question. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'emprise en cascade, c'est-à-dire quelqu'un qui est sous emprise du monde médical psy, et qui lui-même, après, met sa propre épouse sous emprise, par exemple? Est-ce que c'est des schémas de victime à bourreau à victime. Voilà. Qui peuvent passer... C'est d'une certaine manière en exagérer le syndrome de Stockholm. Ouais, c'est ce que... Alors le syndrome de Stockholm, c'est pas que ça, Non, mais c'est une forme de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que il y a un moment, c'est ce que je vais dire aussi dans la domination, il y a un moment où c'est totalement dissonant pour la personne qui subit l'emprise, ce qui est en train de se passer. C'est ça, parce qu'il sent qu'il ne peut pas s'en sortir, et il sait, enfin, c'est pour elle ça va que finir, pour certaines, il y a une identification à l'agresseur. C'est-à-dire que le mode de survie qui est mis en place, c'est finir par se soumettre à ce qui est ordonné, pour pouvoir tenter d'avoir le sentiment d'être encore en vie et d'être encore en capacité d'agir. Alors que c'est la personne qui va se soumettre sans être en capacité d'agir, ou en perdant sa capacité d'agir, elle se vide de sa substance. Donc parfois, adopter le comportement de l'agresseur et le répéter sur l'autre, c'est avoir l'impression d'avoir encore une forme d'énergie. Donc oui, bien sûr que c'est possible. Et de toute façon, et c'est malheureusement assez classique, les personnes qui sortent de l'emprise, il y a un moment où pendant l'acte thérapeutique, elles vont d'une certaine manière non pas en mettre d'autres sous emprise, mais elles vont renvoyer à leur entourage une agressivité, une colère, une incompréhension, une rage, parce qu'elles ont besoin d'exprimer quelque chose, et elles ont besoin d'exprimer quelque chose qu'elles ont dû taire pendant très longtemps. Donc si en face, il n'y a pas la compréhension que c'est une étape dans la sortie de l'emprise, les personnes qui sont en face, soit elles s'en vont, soit elles se soumettent. Donc effectivement, la cascade, elle va arriver là aussi. Et après la domination, il y a la destruction. Et voilà. Ah oui, parce que comme ça allait déjà pas très bien, on va pas s'arrêter là. Hein, allons-y. Non, mais quand j'étais petite, j'avais adoré Autant n'emporte le vent parce que ça finissait mal, et puis Love Story aussi, ça finit mal. Donc, voilà. Quand on parle de destruction, quand on parle de mort, aujourd'hui, et heureusement qu'on en parle dans les médias, et c'est surtout dans le domaine conjugal, bien évidemment, on évoque les féminicides. Heureusement que tout ne se termine pas par un assassinat. Sauf que quand on ne sort pas de l'emprise, il y a un assassinat quand même. Il y a un assassinat psychique, il y a un assassinat émotionnel, il y a un assassinat affectif, il y a un assassinat économique. Donc de toute façon, il y a assassinat. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont ou ont été sous l'emprise vont toutes mourir, ne serait-ce que psychiquement. Il y en a beaucoup, heureusement, qui s'en sortent. Et qui, avec le temps, vont même très bien. Heureusement. Mais il y a potentiellement un assassinat qui est en train de se jouer. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de personnes sous emprise qui développent des pathologies physiques. Il faut bien à un moment que ça s'exprime, la douleur. Il faut bien qu'elle se manifeste quelque part. Quand la souffrance est insupportable, c'est le corps qui va réagir. Alors ça va aller de douleurs relativement anodines
comme des migraines, pour autant qu'une migraine soit anodine, jusqu'aux tumeurs, cancers. Ou bien que la personne ait une réaction émotionnelle à un moment, sauf qu'elle n'a pas le droit de se réjouir. Quand on ne peut plus se réjouir et qu'on est encore dans l'émotion, on sombre dans la dépression. C'est pas là que je fais une blague de Toto. C'est pour ça qu'on parle d'assassinat et de mort psychique de victimes d'emprise. Parce que s'il n'y a pas autour d'elle et en elle à un moment un élan vital, la possibilité de sortir de l'emprise et d'en sortir en récupérant la part d'humanité qui leur a été retirée est de plus en plus compliquée. Je vous rappelle que toutes les tentatives d'assassinat ne conduisent pas la personne à laquelle la vie est mise en danger, pas systématiquement les tuer. Il y a des tentatives d'assassinat. Il y a des assassinats. La destruction, c'est la tentative de faire disparaître l'autre. Elle va s'opérer à un moment très précis, c'est lorsque la personne qui est sous emprise, la personne qui a cru en la promesse, la personne qui a été sous illusion, va arrêter le tour de magie en disant j'y crois plus. Là, elle a un sursaut, un regain de conscience, et elle va vouloir sortir de l'emprise. Donc elle est en train de dire à son tyran, ta tyrannie ne s'opère plus sur moi, ça ne marche plus. À ce moment-là, elle se met dans un danger colossal. Quand on est dans le conjugal, dans le domaine conjugal, les personnes qui sont, et de plus en plus, puisque de plus en plus les avocats en plus entendent la chose, on dit, et c'est majoritairement des femmes, on dit aux femmes qui veulent sortir du système, vous préparez tout, vous organisez tout, vous ne dites rien. Vous partez quand tout est prêt et vous partez avec la possibilité de vous cacher. Vous ne dites rien à votre conjoint. Je donne le même conseil aux hommes qui sont sous emprise de leurs épouses, parce que j'ai beau avoir des élans féministes, il n'y a pas que les femmes qui soient maltraitées et il n'y a pas que les hommes qui sont méchants. C'est pas la majorité des hommes qui, dans le cas de violence, c'est pas la majorité des hommes qui souffrent. Ce qui souffrent, c'est les femmes. Mais les 10 ou 15% d'hommes qui sont en grande souffrance, si on les ignore, on ignore 10 ou 15% de l'humanité en souffrance. Donc il ne faut pas les oublier. D'autant plus que ces hommes-là, très souvent, ont été des enfants avant d'être des hommes, parce que c'est un parcours assez classique en fait, dans la vie d'un humain, que d'être d'abord un enfant, et que possiblement, ils ont pu souffrir en tant qu'enfants de leurs parents. Et que si petits garçons, ils étaient en souffrance, hommes, adultes, ils peuvent continuer à souffrir, tout comme les petites filles peuvent avoir été maltraitées et continuent d'être maltraitées quand elles sont adultes. Je ne vois pas ce qui ferait qu'un garçon à 18 ans, à l'âge de la majorité, passerait de victime systématiquement à bourreau. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus compliqué que ça. Et heureusement. La destruction, ça va être d'empêcher, de chercher tous les moyens pour que le tyran, pour que la victime ne s'échappe pas. Et tous les moyens, après l'avoir isolé, après l'avoir privé de sa liberté de penser, d'agir, d'aimer, de réfléchir, de prendre soin d'elle, de tout, tous les moyens, ça va être de la menacer du pire, à commencer par la menacer de mort. Dans le domaine conjugal et familial, la menace de mort, alors je vais schématiser pour le coup, pardon messieurs, que l'homme va avoir sur sa femme, commettre sur sa femme, elle est déjà tellement vidée que la menace de mort, elle ne le sent même plus. La menace de mort, c'est tu t'en vas, je touche aux enfants. C'est souvent comme ça d'ailleurs que les femmes commencent à réagir et à se dire il faut que je fuis, il ne faut pas que ça se reproduise sur les enfants. Je ne pars plus pour moi, je pars pour les enfants. Ce qui est terrible d'ailleurs parce que ça met les enfants dans un rôle de sauveur alors qu'ils n'ont pas à être à cette place-là. Dans le domaine thérapeutique, ça va être, vous sortez de l'environnement thérapeutique que je vous propose, très bien, vous allez replonger, vous irez encore plus mal après. Donc c'est proposer une pensée magique sur la victime qui est « avec moi tu n'es pas bien, peut-être, je veux bien l'entendre, sans moi tu vas mourir ». Et la personne qui sort de l'emprise, contrairement à ce que beaucoup qui ne comprennent pas le système croient, la personne qui sort de l'emprise, elle ne se dit pas un beau matin « je comprends, je suis sous emprise ». C'est ma responsabilité d'en sortir,
ce soir ça ira mieux parce que je ne serai plus avec mon tyran. La personne qui sort de l'emprise, elle prend conscience à ce moment-là de tout ce qu'elle a vécu avant, de toute l'horreur qu'elle a vécue avant, de tout ce qu'elle n'est plus, de tout ce qu'elle va devoir retrouver. C'est le moment le pire. La prise de conscience, c'est infernal. Parce qu'avant, il y avait la compréhension que quelque chose n'allait pas. Mais tant que l'idée de l'emprise, c'était pas installée, c'est ça va pas, mais je peux peut-être faire mieux, ça va pas, mais je vais faire un effort, ça va pas, mais par moment il est encore gentil, ça va pas, mais par moment j'ai encore droit à un compliment, sans voir le bénéfice indirect pour le tyran du compliment qui a été fait. Mais quand la personne prend conscience, elle ne peut plus du tout croire à ce qui se passe. Ça lui est interdit, mais elle n'a plus du tout le ressort pour partir. C'est tout ça qu'il va falloir petit à petit remettre en place. Alors, comme il va bientôt me dire le patron qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que tout ça, voilà. La bonne nouvelle, après 50 minutes, c'est qu'on peut s'en sortir.